Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 mars, il est 12h32 et nous serons ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités, dont Madame Lynn Edom qui est déjà sur le plateau, qui va nous parler du séminaire de l'accueil collectif et des maisons d'assistantes maternelles. Bonjour. On viendra ensuite avec Cécile Avio parler de Handidance, donc de la rencontre Handidance qui aura lieu le 19 mars sur Petit-Bourg, ainsi que d'une masterclass. Il sera aussi question de cinéma avec Mallory Éloi Paisley qui nous parlera de son film L'Homme Vertige avec Jean-Charles Chedozo et JP Fronton. Nous allons parler de l'exposition Énergie. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'information, on va parler de l'œuvre Grandeur Nature qui a été réalisée par un artiste, Rodolphe Alves, donc pour la Romerie Caruquera. Il sera aussi question de l'orthophonie. Orthophonie avec une conférence qui s'est déroulée sur Pointe-à-Pitre pour promouvoir ce métier. On parlera des pratiques et des perspectives de cette formation qui se déroule sur la Guadeloupe. Il sera aussi question de choix énergétique. La Guadeloupe peut-elle être autonome énergétiquement? C'était l'objet d'une conférence conduite par l'ANG. Et en dernier, nous parlons de l'exposition Émotion de Anthony Girard qui se déroule à Capesterre-Belle-Eau sur les murs de l'hôtel de ville. Voilà pour les titres de l'actualité. On va démarrer notre actualité avec cette œuvre Grandeur Nature qui a été réalisée par l'artiste Rodolphe Alves, donc pour la Romerie Caruquera, qui matérialise donc par une œuvre monumentale le Rhum sous tous ses aspects. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Ça s'est fait par une rencontre tout naturellement entre amis et nous avons un jour discuté d'un projet pour Caruquera. Grégoire et Estelle m'ont demandé si j'étais capable de réaliser une sculpture monumentale. Et ils avaient donc cette idée de bouteille Caruquera. Ça nous a été proposé par un ferronnier, un compagnon, et on a sauté sur l'occasion. Ça donne effectivement une valeur ajoutée parce que c'est une belle enseigne, et je pense que ça donne aussi une valeur ajoutée à la Guadeloupe, puisque ça fait partie du patrimoine guadeloupéen, le Rhum. Et là, on matérialise par une œuvre monumentale, qui dans plusieurs siècles sera toujours là. Les productions guadeloupéennes et accessoirement la production de Caruquera. Le choix du matériau, en fait, c'était par rapport aux contraintes climatiques et on avait besoin de quelque chose de résistant vu la taille, donc c'est pour ça qu'on a pris de l'acier. Et le Corten, c'est un acier qui se patine naturellement et du coup il est protégé des effets climatiques. C'est la première fois que je me retrouve au milieu dans une bouteille, quoi, voilà, pour une fois. C'est pas quelque chose, c'est fréquent de se retrouver dans une bouteille. Et en plus, on respire. Voilà, donc vous pourrez aller visiter cette œuvre et profiter par exemple de la découverte du Rhum. Alors on va parler maintenant de l'orthophonie. Donc l'orthophonie, c'est un rééducateur des troubles de la parole et du langage, donc qui s'adresse à la fois pour les enfants comme pour les adultes. Cette profession est vraiment très importante, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de prononciation, des retards d'acquisition, des bégaiements, et peuvent aussi intervenir après un traumatisme. Et une formation est dispensée en Guadeloupe, et c'était l'occasion pour les orthophonistes de la Guadeloupe de faire une promotion de leurs pratiques et perspectives lors d'une conférence qui s'est déroulée ce samedi au centre Eminasuta à Pointe-à-Pitre. On voit un reportage de Vianney Valverde. L'UMPS a organisé une conférence à l'attention du grand public au centre Eminasuta et nous avons proposé plusieurs interventions autour de la profession elle-même, donc les missions, les compétences de l'orthophoniste, mais aussi la filière universitaire, les enjeux, les besoins des orthophonistes sur le territoire pour un exercice plus fluide et plus cohérent avec les besoins des usagers. Et puis on est là actuellement en train de parler de questions de prévention, donc chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. Nous sommes présentes aujourd'hui en tant qu'étudiantes pour représenter l'association Caribe Ortho.
Donc, Caribanto, c'est l'association des étudiants en orthophonie. Notre objectif est de récolter des fonds en vendant des gâteaux, notamment pour promouvoir l'orthophonie au sein de l'université, mais également pour proposer des activités aux étudiants, pour sensibiliser et nous faire connaître la formation et le métier au sein de l'université. La conférence s'adresse à tous finalement, puisque les sujets que nous avons choisi de développer sont vastes. Donc on s'adresse aussi bien à nos partenaires qui sont des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation de la petite enfance. On s'adresse aussi nécessairement aux parents via le thème de prévention autour du développement cognitif des enfants. Et on s'adresse à l'ensemble de la population pour qu'elle apprennent à prendre en soin son cerveau, son fonctionnement cognitif, pour être le plus performant le plus longtemps possible en fait. Donc, prendre soin de soi, hein, c'est toujours très important. Et justement, prendre soin de la petite enfance, c'est ce dont il est question donc avec Lynn Edom, qui est chef de service de l'accueil collectif et des maisons d'assistantes maternelles. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'un séminaire qui aura lieu à partir du 20, donc du 20 au 22 mars. Et la thématique, c'est accueillir l'enfant en structure d'accueil de la petite enfance. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement des réformes qui a pu y avoir concernant l'accueil des enfants et comment du coup ce séminaire va permettre de mieux comprendre ces réformes? Alors en août 2021, il y a eu des réformes au niveau de la réglementation qui s'applique aux établissements d'accueil de jeunes enfants, donc tout ce qui est crèche, micro-crèche, jardin d'enfants et aux maisons d'assistants maternels. On s'est aperçu que même 3 ans après, c'est une réglementation qui n'est pas encore intégrée par tout un chacun. Donc on a eu l'idée, avec mes 4 autres collègues, de proposer un séminaire qui va permettre d'échanger justement sur cette réforme qui a eu lieu en 2021 et surtout de voir quel est l'impact sur l'accueil des enfants en structure d'accueil de la petite enfance. Alors, qu'est-ce qui a changé justement par rapport à la réforme? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, les missions aussi bien du service de PMI, la protection maternelle et infantile, et les attendus réglementaires, les préconisations, les dispositions pour les porteurs de projets et pour les structures qui existent déjà ont été clarifiées. Il y a par exemple des précisions qui ont été émises sur les délais d'instruction lorsque le dossier est complet. Donc pour nous, professionnels, on a un délai maximum d'1 mois lorsque le dossier est arrivé complet. Par exemple, les structures qui existent déjà, elles doivent se mettre en conformité, elles ont un délai pour pouvoir se mettre en conformité relativement au décret qui a été publié en août 2021. Un dernier exemple, il y a le référentiel bâtimentaire qui a été créé. Jusqu'à présent, il y avait des dispositions qui s'appliquaient. Depuis août 2021, il y a un référentiel bâtimentaire qui précise comment doit être présenté le local, quels sont les différents espaces, tout est clairement défini. Donc, alors, du coup, les objectifs, ce que j'entends, c'est une uniformité, en fait, en matière d'accueil, en tout cas pour le local, les locaux, les différents locaux, les structures qui accompagnent, qui accueillent ces enfants. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont visés avec cette réforme? L'objectif principal, c'est de remettre l'enfant au cœur du dispositif. Sortir de cette logique économique qui avait commencé à prendre le pas sur la logique de l'accueil de l'enfant. Donc nous, en termes de représentants de la PMI, notre objectif majeur est de nous assurer encore plus que jamais que les conditions d'accueil garantissent à tout moment aussi bien la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui sont accueillis. Donc, alors, au niveau de l'accueil, justement, est-ce que le conseil départemental, il accompagne les professionnels pour être encore plus performants dans l'accueil, pour avoir des formations? Quels sont les moyens mis en œuvre pour les professionnels de santé? Alors, en matière
c'est une des compétences majeures du conseil départemental, l'accueil de la petite enfance d'une manière générale. Les formations, alors il y a 2 dispositifs. Il faut savoir que les établissements d'accueil de jeunes enfants et les maisons d'assistants maternels, ce sont des espaces privés ou alors qui dépendent d'une autre collectivité. Donc en matière de formation, ça dépend des gestionnaires, des promoteurs. Nous, par rapport aux professionnels du conseil départemental, nous accompagnons en proposant, en étudiant les différents dossiers qui nous sont transmis, en transmettant des informations sur la réglementation. Et par exemple, le séminaire, c'est encore une modalité d'accompagner les promoteurs. Et je vois qu'il y a une approche sociologique qui est proposée, donc au niveau de l'accueil des enfants. En quoi c'est important d'avoir cette approche-là, justement, pour les enfants? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Remettre l'enfant vraiment au cœur du dispositif. C'est vraiment ça la priorité, faire en sorte que ce soit l'enfant qui soit mis au cœur. De la même manière qu'on va parler de la sociologie, on va également parler de l'inclusion, puisque c'est une thématique qui se développe. Et là, on va sortir de l'aspect simplement proposition de faire en sorte que les enfants qui sont porteurs de handicap puissent participer de temps en temps, être intégrés de temps en temps. Là, on va là aussi leur permettre d'être vraiment intégrés dans une structure d'accueil de la petite enfance. Et justement, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour permettre aux professionnels d'avoir une meilleure façon d'accueillir ou d'intégrer ces enfants en situation de handicap? Quand on parle d'inclusion, on est dans l'idée que ce sont des enfants à part entière. Donc, il ne devrait pas y avoir de dispositif spécifique. Alors, on va être plus vigilant en matière de taux d'encadrement. On va être plus vigilant en matière de sécurité des espaces. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit des enfants qui soient accueillis au même titre que des enfants qui n'ont pas de handicap. D'accord. Donc, je vois qu'il y a 3 différentes propositions. C'est spécifiquement axé sur les professionnels qui interviennent, ou bien est-ce que c'est tout public, on va dire? Alors là, c'est notre première édition pour le service de l'accueil collectif et des maisons d'assistants maternels. Donc, nous nous sommes limités pour cette première édition aux professionnels qui sont en charge du suivi, du contrôle et de l'accompagnement des établissements d'accueil de la petite enfance et des maisons d'assistants maternels, des gestionnaires des établissements d'accueil de jeunes enfants et des assistants maternels qui exercent en maison d'assistants maternels. C'est notre première édition, donc on y va progressivement. Progressivement, d'accord. Une façon aussi de s'acclimater en fait à cette thématique. Vous attendez du coup tous les professionnels. Est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire? Comment ça se passe en fait pour les gens qui ne seraient pas au courant? Je sais que j'imagine que l'information a dû passer en interne, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées et s'inscrire? Alors, toutes les personnes qui sont concernées, le public cible a été contacté. Et ils avaient la possibilité de s'inscrire via une plateforme dédiée pour ce séminaire. D'accord. Quelles sont les perspectives d'avenir, justement? Donc là, c'est la première édition. Est-ce que vous pensez avoir une deuxième édition plus grand public pour les parents, connaître à quoi s'attendre, quels sont les points importants, les points forts de l'accueil? Comment ils peuvent, eux, intervenir à leur niveau, en tout cas au niveau des structures? Oui, nous avons l'ambition. Nous avons l'ambition de pouvoir faire une deuxième édition qui sera ouverte au tout public. Notamment, on va pouvoir intégrer les parents, on va pouvoir intégrer d'autres professionnels du domaine de la petite enfance qui pourraient être intéressés par cette problématique. Et du coup, la thématique ne serait plus la réforme et l'impact sur les conditions d'accueil des jeunes enfants en structure d'accueil de la petite enfance. On serait plus dans une dynamique de l'accueil avec un A majuscule. D'accord. Et de façon plus large, donc en dehors de ce séminaire, quels sont les enjeux ou les différentes actions que vous mettez en place pour promouvoir le bien-être et le développement des enfants?
Alors, ça commence par la transmission. Lorsqu'on a des porteurs de projets qui sont intéressés, qui souhaitent créer une structure, ça commence déjà par la transmission de la réglementation, du guide de création d'une structure, que ce soit un EAJE, que ce soit une maison d'assistance maternelle, le référentiel bâtimentaire. Donc, il y a tout le volet informatif qui est la première marche. Ensuite, nous avons des temps. Lorsque le dossier est complet, on a un temps où on reçoit le ou les promoteurs pour étudier avec eux leur projet. Et ça se poursuit jusqu'à l'ouverture de la structure. Est-ce qu'il y a assez de structures du coup en Guadeloupe? Alors vous avez fait une différence EAJ et maison d'assistance maternelle. Est-ce qu'on peut expliquer quelle est cette différence déjà? Alors les établissements d'accueil de jeunes enfants, ce qu'on appelle communément les EAJE, ce sont les crèches, les micro-crèches, les jardins d'enfants. Pour les plus essentiels, il y a aussi les crèches familiales, pardon, excusez-moi, j'ai un trou, mais nous n'en avons pas en Guadeloupe. Ce sont des structures qui regroupent des assistants maternels. La distinction que je fais par rapport aux maisons d'assistants maternels, ce sont la maison d'assistants maternels, ce sont des assistants maternels avec le même statut qu'un assistant maternel qui exerce à domicile, sauf qu'elles font puisqu'il y a des hommes également, font le choix de se regrouper par 2, 3 ou 4 pour exercer dans un même local. D'accord. Et donc, est-ce que du coup, il y a suffisamment de structures en Guadeloupe d'accueil? Alors, certains diraient que non. Il y aurait encore de la place. La réflexion serait apportée sur les emplacements. D'accord. Il y a des zones qui sont plus surdotées que d'autres, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ce serait la réflexion apportée. La réflexion apportée, justement, pour uniformiser l'accueil, qu'on ne soit pas obligé d'aller faire 15 km, par exemple, pour déposer son enfant. Oui, voilà. Voilà. En fonction aussi de là où on travaille aussi, il y a ce paramètre-là à prendre aussi en considération. Ce qu'il y a, c'est que les zones où, on va dire, où il y a du travail, entre guillemets, c'est bien circonscrit. Donc, c'est plus facile pour un parent de chercher un mode d'accueil à proximité de son emploi, quoi, son entreprise, son administration. Du coup, alors si quelqu'un veut ouvrir ce type d'établissement, donc ça passe par ce dont vous avez parlé, l'accompagnement que vous proposez. Est-ce que c'est facile, entre guillemets, d'ouvrir ce type de structure? C'est facile si on prend le temps de mûrir son projet. L'idée est de se dire que moi, j'ai le projet d'ouvrir, que ce soit une crèche, une micro-crèche, un jardin d'enfants, une maison d'assistance maternelle. Ça veut dire que je vais devoir travailler avec d'autres professionnels. Ça veut dire qu'il faut que je puisse élaborer un projet d'établissement qui sera viable et qui va proposer des services adaptés aux enfants. Ça veut dire aussi chercher un local que je devrais mettre en conformité. Donc, il y a un certain nombre de démarches à faire et à réaliser, et ça, il faut en avoir conscience. Tout ce qui est création d'entreprise, entre guillemets, de mode d'accueil, il faut avoir un petit bas de laine. Et c'est là que ça coince parfois. C'est que, bon, on est dans la dynamique, oui, je veux créer. Bon, effectivement, il y aura des rentrées d'argent après coup, mais pour se lancer, il faut avoir déjà de quoi préparer son projet. Et justement, après, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont les compétences pour pouvoir intégrer ce type de structure en Guadeloupe? C'est réglementé. C'est réglementé. Oui, et du coup, comment ça se passe? Il y a un nombre, j'imagine, de personnel qu'il faut en fonction du nombre d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, en matière de crèche, alors là aussi, il y a des distinctions. En matière de crèche, on est sur du 40% de personnel qualifié et le reste de professionnels qui sont titulaires d'une qualification. D'une qualification ou alors d'une certification. Pour les assistants maternels, ils font l'objet, eux, d'une formation obligatoire avant l'exercice de la profession. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, sauf qu'ils auront 80 heures de formation obligatoire avant de pouvoir commencer à travailler. Et voilà, ce sont les deux grands types de
Et donc, le conseil départemental, il collabore avec les structures d'accueil, j'imagine, à toute cette mise en place, comme le guide dont vous avez parlé et le séminaire, donc, qui aussi permet d'avoir vraiment les bonnes pratiques à avoir et les bonnes, on va dire, dispositions pour l'accueil et pour les établissements. Donc, on rappelle la date donc, du 20 au 22 mars, donc avec plusieurs choses proposées donc sur Pointe-à-Pitre, sur le Gosier aussi à la Pointe de la Verdure. Vous allez parler des réformes des textes, de la sociologie de l'accueil et de la petite enfance. Donc voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à partager? Oui, il y a un petit mot qui me tient à cœur. Je voudrais vraiment remercier mes collaboratrices, puisque c'est un travail de longue haleine. Je peux les citer? Bien sûr. Mesdames Laventure, Madame Montezuma, Madame Valsi, Madame Selbonne et moi-même. Sincèrement, je tiens à les féliciter parce que lorsqu'on a parlé de ce projet, chacune s'est impliquée, mais à 200%. Donc, je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur pour tout ça. Belle réussite à vous et pour la suite aussi, n'hésitez pas sur le deuxième volet à venir nous parler. Je suis sûre que ça intéressera tout le public pour pouvoir voir tout ce que vous proposez et les structures qui sont mises en place en Guadeloupe. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Cécile Avio pour parler de Handi-Danse et Mallory Éloi Pazley pour parler de sa présentation du film L'Homme Vertige. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, nous sommes de retour ensemble pour la deuxième partie du ZCL. On a déjà donc Madame Mallory Éloi Pazley qui va nous parler de son film L'Homme Vertige. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure. On reprend juste le fil de l'actualité et parler de la conférence qui a eu lieu donc avec l'ANG. La question était, la Guadeloupe peut-elle être autonome énergétiquement? Donc, la question des choix énergétiques pour l'avenir de la Guadeloupe était au centre du débat. Et Olivier Moradel était parmi eux. On voit ce reportage ensemble. Nous continuons nos rencontres thématiques avec la population, nous rencontrons les jeunes monde. Et là, la thématique, c'est l'énergie en tant qu'organisation qui prône l'émancipation et la responsabilité. Nous avons essayé de regarder en qui genre, nous qui gérons le pays, nous qui n'a géré, nous qui gérons l'énergie à pays là. Il y a plein de thématiques qui sont importantes. On parle beaucoup d'éolien, ça fait qu'à passer à Dadou. On parle beaucoup de géothermie, mais on a aussi du solaire, évidemment. Nous sommes un pays aussi là, ni soleil tous les jours. Et par exemple, on se demande comment on va gérer le mix énergétique, c'est-à-dire les différentes sources d'énergie pour pouvoir alimenter le pays une fois qu'on sera autonome ou indépendant. Quand nous regardons en créole, nous avons l'eau parole qui a monté, qui a descendu dans l'énergie. Donc nous venons essayer de poser un certain nombre de réalités, de faits. Et voilà, moins, c'est que par exemple de débunker, on l'a idée reçue, des petits préjugés, essayer de définir quand ça y est réellement l'énergie. Est-ce que toutes vos mêmes bitins là? Est-ce qu'on peut remplacer l'autre? Et donc, en fonction de toutes ces réponses-là, nous que bas Pep Guadeloupe, c'est là qui vient voir nous, qui moins plus d'informations pour ça poser les bonnes questions. Exemple de bonnes questions à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord remplacer une énergie par une autre ou est-ce qu'il vaut mieux réduire sa consommation de 50, 70, 80%? Spoiler, c'est la deuxième réponse. Par rapport aux valeurs chiffrées, par rapport à certains bureaux d'études qui ont déjà fait, on va dire, une sorte d'analyse, on suppose que oui, la Guadeloupe peut être autonome énergétiquement et c'est stipulé dans le PPE, donc le plan pluriannuel de l'énergie, qui dit que d'ici 2033, on peut atteindre les 100% à partir de nos ressources. On entend aussi souvent dire « Ah, notre archipel, on est béni, on a plein de sources ». Oui, c'est vrai, mais elles n'ont pas toutes le même potentiel, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et si on veut savoir où il faut dépenser nos euros, eh bien, il faut savoir là où ils seront les plus efficaces. Aujourd'hui, là, c'est pétrole qui a roulé pour faire énergie vers centrale à Jarry. Comment donc on va faire pour être le plus propre possible, le plus écologique possible et en même temps répondre aux besoins de la population en matière de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une société moderne.
Voilà, développer de nombreuses sources d'énergie renouvelable, c'est une grande question. On va parler d'exposition donc sur Capesterre Bello, une exposition émotion de Anthony Girard, donc qui se situe dans les murs de l'hôtel de ville. On voit ensemble ce reportage. Le maire de Capesterre, Jean-Philippe Courtois, a pris l'initiative effectivement d'aider de jeunes artistes en proposant les murs de l'hôtel de ville. Et c'est un concept qui m'a beaucoup plu, c'est exactement ce concept que j'essayais effectivement de mettre en place avec les jeunes artistes de façon à leur créer un circuit de visibilité. J'ai apprécié la démarche de Capesterre en laissant des jeunes artistes qui n'ont pas encore explosé, qui ne sont pas encore connus, pouvoir avoir un lieu pour s'exprimer. Avec Corpo Art et tout, ils ont fait une alliance Capesterre Art. Et c'est eux qui nous ont contactés, enfin ils se sont contactés pour pouvoir avoir ce lieu d'exposition. Ce soir, nous accueillons donc l'artiste Mano qui nous invite donc à nous questionner sur l'homme, sur sa position, mais surtout la vision qu'on peut faire de chaque situation. Et c'est une exposition qui est offerte, donc puisque gratuite, jusqu'à la date du 28 mars prochain. Mes œuvres que je présente aujourd'hui, ça tourne autour de l'émotion. Donc c'est vraiment la perception de chacun. Chacun a sa façon de voir la vie. On voit peut-être les mêmes choses, mais on n'a pas le même ressenti par rapport à notre histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'exposition émotion aujourd'hui, en fait. Les gens ne sont pas forcément prêts à entendre certaines choses, donc j'ai préféré l'exprimer à travers des œuvres. De la peinture, parce que c'est pas tout le monde qui accepte. Sachant que j'ai un franc-parler, tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre certaines choses. Le truc, c'est que je parle crûment. Les gens ne sont pas prêts parce qu'on préfère le mensonge. On préfère qu'on nous flatte, mais dire la vérité, ça pique toujours. Même si ça provient de la bouche d'un proche, ça pique toujours la vérité. Voilà, il va être question d'art aussi avec nos différents invités. Donc Mallory Éloi Paisley pour son film L'Homme Vertige. Et on va recevoir aussi donc Jean-Charles Chedozo et JP Fronton pour une exposition aussi énergie. Donc bienvenue à tous. On va d'abord commencer par les femmes. Donc Mallory Éloi Paisley, vous êtes aujourd'hui cinéaste, artiste visuel et vous venez nous parler de votre film, donc premier long métrage, donc qui s'appelle L'Homme Vertige, qui explore différentes thématiques, donc l'expérience humaine et du contexte socio-politique en Guadeloupe avec un cinéma documentaire et photographique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours déjà qui vous a amené à faire ce premier long métrage? Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, mon parcours, je dirais que ce qui m'a amené au cinéma, enfin, je cherche toujours à savoir ce qui m'a amené au cinéma parce que j'étais pas destinée j'avais pas envie de faire du cinéma. J'ai toujours été attirée par la littérature, le théâtre, la peinture, la danse. Et je pense que le cinéma, c'est venu avec les voyages et le regard sur le monde qui a changé après. Ensuite, je pense que j'aurais même pas eu l'idée d'être réalisatrice. Parce qu'en Guadeloupe, on n'a ni conservatoire, ni école d'art, ni école de cinéma. Il y a des écoles de cinéma maintenant. Mais, ah, mais oui. Moi, j'ai... À l'époque, peut-être pas. Donc, voilà, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Comment dire la première intention. Voilà. Mais quand même, la Sorbonne est quand même une école internationale à Cuba de cinéma. Oui. Vous avez fait, donc ça a été un parcours qui vous a amené jusque-là. Oui, ça c'est après. En fait, j'ai survécu que 2 ans à Paris. Le mot est fort. Oui, c'est ça. J'étais pas bien là-bas. Il y avait beaucoup de discrimination parce que j'ai fait un parcours en histoire de l'art, muséologie, et il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées dans l'amphithéâtre. On va employer ce mot-là. Et donc, beaucoup de condescendance
aussi. Et puis, j'ai eu cette opportunité de partir en échange universitaire à Montréal. Et là, j'ai vraiment, on va dire, eu une autre vision des études, de plein de choses, de la vie. Et ça m'a ouvert au monde. Et puis, j'ai voyagé en Asie du Sud et dans le Pacifique. Et je suis allée aussi en Nouvelle-Calédonie, après la Nouvelle-Zélande. Et donc, ces voyages, je le dis souvent, ça a été vraiment... quand on me demande, alors, pourquoi tu fais comment tu as commencé à faire du cinéma, c'est vraiment le coup de poing que j'ai reçu, je pense, où je me suis rendu compte que ce que je voyais sur ces territoires, en fait, c'était aussi moi et que je ne pouvais pas voir le monde à travers un autre prisme, quoi, que celui de la domination, de la colonisation. Et donc, quand je suis revenue en Guadeloupe en 2016, les choses n'avaient pas changé. Et c'est mon regard, en fait, qui avait changé sur... Mais pourtant, je voyais les mêmes choses qu'avant. C'est juste que l'interprétation était différente. Du coup, quand même, on peut dire que la formation de base, histoire de l'art, muséologie, tous les voyages ont contribué à faire votre vision. Et du coup, comment l'homme vertige intervient à l'issue de tout ce processus, on va dire, ce cheminement interne? Alors, je pense que je suis devenue réalisatrice pour faire ce film. Je me dis que, bon, j'ai pas forcément l'idée de faire une carrière dans le cinéma. Après, plus on s'y met, plus on a des idées de films. Mais je crois aussi que, bon, quand j'aurai rien à dire, je ferai plus de films. Et... j'ai fait les ateliers Varan, donc avec l'association Varan Caraïbes. Et donc, c'était une formation au cinéma documentaire. Et ça a duré 5 mois. C'était en partenariat avec Guadeloupe Formation. Donc, cette formation n'existe plus. Ça a été la dernière formation. Et donc, j'ai réalisé ce court-métrage Chanzy Blues qui se passe en 8 clos dans la cité de Chanzy durant les derniers mois, en fait, avant la fermeture. Donc, j'ai filmé des hommes et des femmes, un peu comme si c'était les derniers hommes sur Terre. Parce qu'il y avait cette ambiance un peu post-apocalyptique, comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. Donc, il y avait encore des choses sur les murs, dans les appartements. C'était un lieu qui était très habité et qui a abrité, on va dire, au moins 2000 personnes en même temps, parce que beaucoup plus en 50-60 ans. Mais donc, j'ai fait ce film et puis j'ai voulu explorer plus profondément ces notions de décomposition du bâti et de l'humain, mais à l'échelle de la ville, en fait, puisque Pointe-à-Pitre allait entamer sa seconde rénovation urbaine. Donc, cette décomposition, cette déliquescence, en fait, qu'est-ce qu'elle raconte sur l'état des choses, sur l'inertie politique et sociale, et quel est le lien entre cet état des corps dans la ville et ce qu'on est en train de vivre en Guadeloupe, c'est-à-dire la lente disparition de nous-mêmes. Mais dit de façon, j'ai voulu trouver une forme, trouver une façon de montrer, de filmer, puisqu'on a déjà assez parlé. On parle, on fait que parler, on nous écoute plus. Je crois que c'est Alice Diop qui a dit le cinéma permet de montrer ce qu'on n'entend plus. Donc en fait, ce que vous avez pu produire déjà avec Chanzy Blues et les ateliers, c'est une continuité en fait, oui. L'homme vertige, pour explorer quelque chose autour de Pointe-à-Pitre et avoir les inspirations que vous avez pu avoir artistiques et cinématographiques pour
créé ça, en fait, ce film. Oui, d'ailleurs, les images que l'on trouve dans Chanzy Blues, il y a une partie que j'ai repris dans L'Homme Vertige, puisque je repars avec certains mêmes personnages. Et donc, j'ai filmé pendant 5 ans, 6 ans. Donc voilà, c'était un projet au long cours. Et donc, ces personnes que j'ai rencontrées au fil des années, entre 2016 et 2022. Donc, voilà, le film a pris en tout 7 ans, 8 ans. Et voilà, c'est ce qu'on... et justement, L'Homme Vertige va aborder des sujets sensibles comme la violence urbaine, la dépendance au crack. Quel est le message que vous souhaitez diffuser à travers ce film? C'est pas un message. C'est un état des lieux. Comment dire? Pour moi, ce film, c'est un peu une sorte de... d'état des lieux avant l'effondrement. Parce que je crois qu'on est déjà au bord du gouffre. Et donc, qu'est-ce que cet état des choses, cette inertie, voilà, ces incendies, l'impression qu'il y a une espèce de pourriture qui nous rattrape toujours. J'aime beaucoup cette citation dans Hamlet de Shakespeare qui dit « Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark ». Et donc, réfléchir sur ce qui nous arrive, nous regarder vivre et aussi trouver la beauté dans ce qu'on est. Je pense que le film aborde beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un message? Je sais pas. Je pense qu'avant tout, j'ai filmé ma propre solitude à la rencontre de d'autres solitudes. Donc c'est ma relation avec ces personnes que j'ai filmé aussi. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des projets futurs après ce film? Qu'est-ce qui se passe après L'Homme Vertige? Vous avez déjà une idée? Bon, alors après, je pense que déjà le film va faire sa vie. Je vais l'accompagner dans les festivals, dans les projections. Donc en mai, il y a le festival Third Horizon à Miami. Donc on fera la première américaine là-bas. Et puis ensuite, dans les autres festivals, c'est en train de... Après le festival de Berlin, il y a eu beaucoup de demandes. Donc on saura au cours des prochaines semaines. Et puis voilà... La suite, je vais essayer de travailler, de continuer à travailler, parce que c'est pas évident être artiste en Guadeloupe. Donc voilà, on continue à travailler de toutes les façons. Donc le film sera projeté jeudi 21 à la salle Félix Proto dans le cadre du festival Nouveau Regard à 20h30. Est-ce que comment on fait pour s'inscrire, pour voir, pour avoir... Vous pouvez réserver en ligne. Il y a la billetterie en ligne sur le site du Nouveau Regard. Et voilà. Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé ce temps avec nous et on va pouvoir rester dans le domaine artistique, mais avec Jean-Charles Chadezo, qui est un artiste peintre autodidacte qui travaille autour des énergies invisibles de la nature à travers une peinture abstraite, dynamique et colorée. Et on a une exposition qui aura lieu à partir du 22 mars jusqu'au 12 avril, organisée par l'association JPFA. Donc à la Maison du Patrimoine. Alors la Maison du Patrimoine, ça se trouve au 24 rue Baudot à Basse-Terre. Alors, on ne peut pas se tromper. C'est près de la mairie de Basse-Terre. Alors, on va d'abord parler avec Monsieur Chadezo, de ce parcours artistique aussi qui vous a permis d'atteindre cette exposition. Quelle est l'inspiration que vous avez eue? Autodidacte, c'est quand même en soi
excellent, je veux dire, pour arriver à faire une exposition. Est-ce que vous pouvez nous partager justement votre parcours? Oui, bien sûr. Bonjour, merci déjà de m'avoir invité. Moi, la peinture est venue à moi il y a très longtemps maintenant. Quand j'avais 18 ans, je suis allé au Louvre une première fois, et là j'ai été un petit peu embrassé par cette vocation-là en découvrant des toiles qui m'ont un peu envahi d'émotions. Notamment, j'étais conquis par Géricault, des gens comme ça, des Vermeer. Et du coup, je me suis mis à peindre à ce moment-là. J'ai commencé à peindre, sachant que déjà, je dessinais régulièrement. Depuis que j'étais enfant, adolescent, je dessinais tout le temps. Et donc, c'est naturellement que j'ai glissé vers la peinture. Et ensuite, j'ai suivi quelques années à l'école des Beaux-Arts de Tours pour parfaire un peu ma formation. Et j'ai été accompagné aussi par un peintre paysagiste qui était renommé à l'époque, qui habitait dans le même village que moi, qui s'appelle André Bourneuf, qui était médaillé d'or au Salon des artistes français, et qui m'a vraiment appris à faire de la peinture, et notamment de la peinture à l'huile. Mais vous avez développé un langage particulier, abstrait, on parle d'énergie, de la nature. Oui. Comment vous arrivez à traduire justement ça dans la peinture? Alors, en fait, cette démarche-là, elle m'est venue assez tôt, car en parallèle de ce que je faisais aux Beaux-Arts, je menais des études scientifiques à la faculté. Et en fait, les concepts scientifiques que j'apprenais à la fac nourrissaient un certain nombre de questions, presque métaphysiques. Et ces questionnements-là, qui étaient récurrents chez moi, ont nourri en fait mon inspiration. Et au départ, en fait, je m'interrogeais sur la manière dont les corps célestes se formaient. Et je voulais en dégager une espèce d'instantané d'émotion liée à ces transformations-là. Et j'ai jamais vraiment abandonné cette démarche-là de quête, presque métaphysique, j'ai envie de dire, de l'invisible des choses, de la nature, puisque les énergies, c'est pas quelque chose qui est perceptible. On en voit les manifestations physiques ou biochimiques ou nucléaires, mais en réalité, c'est un concept vraiment abstrait. Et d'ailleurs, une petite définition en sciences physiques, l'énergie, en fait, c'est une mesure de la transformation des choses. Donc, en fait, c'est quelque chose qui permet de quantifier la transformation des choses. Et donc, du coup, moi, ça renvoyait, le terme même d'énergie et de transformation, ça renvoyait à l'idée d'une nature qui était fugace, changeante, en permanence. Et du coup, mon idée, c'était de capter l'émotion instantanée de ce moment de transformation. Voilà, c'est un peu ça qui a nourri un peu qui a été le fil d'Ariane de ce que j'ai fait depuis 35 ans. D'accord. Et justement, donc l'exposition énergie, comment s'est fait justement la connexion avec l'association et l'artiste? La rencontre s'est faite à quel moment? J'ai reçu un mail de Jean-Charles qui me disait s'il y avait la possibilité déjà de voir son travail et voir si on peut faire une exposition ensemble. Alors moi j'ai dit oui tout de suite, dans la mesure que tu sais que la maison... je te tutoie parce qu'on se connaît. On se connaît, oui. Mais tu as changé de... On change un peu de sujet, oui, tu as changé de... C'est une on va dire... c'est complémentaire. Tu explores. J'ai fait une expansion de compétences. D'accord. Oui, alors, ça s'est fait comme ça, naturellement. Il est venu me voir à mon bureau, on a discuté, et comme la Maison de l'Art a été fermée depuis le début de la pandémie, et j'ai pas voulu recréer une Maison de l'Art, j'ai eu un partenariat avec la mairie de Balster pour pouvoir mettre en place des expositions. Et là, c'est la première exposition qui redémarre, qui relance un peu JP Fort, oui. Sauf qu'on faisait quand même des foires, des expositions, mais c'était plus dans la rue, quoi. D'accord. Là, on reprend vraiment à l'intérieur, et c'est aussi bien pour nous,
pour l'association, c'est aussi bien pour les artistes parce qu'il n'y a pas tellement de lieux d'exposition. Ouais. Ouais. Du coup, quels sont les projets par rapport à... Il y a l'exposition énergie, mais les autres... Oui, alors on a tous les mois, on fait l'exposition qui s'appelle Arbrocante. Alors c'est une exposition qui est une fois par mois, le samedi. Par mois. Et pourquoi Arbrocante? Parce que j'ai voulu mélanger les artisans avec les particuliers pour avoir une espèce de connexion et que tout le monde puisse se retrouver. Synergie, voilà. Exactement. Exactement. Et on reprend aussi toutes les productions parce qu'on aura le 24 mai Guadeloupe Symphonie. Je ne sais pas si tu connais. Guadeloupe Symphonie, c'est avec Christian Dahomet, qui est un grand musicien, un directeur musical, et avec pas mal d'artistes. Et ils ont créé le Goka évolutif. D'accord. Alors donc il y aura un concert le 24 mai. Le 24 mai. Il faudra revenir pour en parler, je oui. pense. Justement, du coup, en quoi c'est important l'art, on va dire, dans la société actuelle? Est-ce que je laisse la question ouverte aux deux? Donc, comment ça peut impacter sur l'homme? Alors, on va pas faire non, on va pas faire un débat dessus, mais... parce qu'on peut débattre très longtemps sur le sujet, qu'est-ce que l'art, à quoi il sert, etc. Mais juste une petite phrase de Picasso qui disait que c'était le moyen d'enlever les scories de l'âme. Et c'est un peu comme ça que je le vois aussi. C'est une manière de faire voir la nature et les choses différemment et qui nous extrait un petit peu des contingences du quotidien, des souffrances matérielles que l'on vit tous à notre niveau. Et ça élève l'esprit à un niveau qui nous permet de nous détacher un peu du terrestre. Et c'est un peu cette perception-là que j'ai dans la peinture aussi. D'accord. Oui, je pense aussi, c'est pareil. Et je dirais un peu plus au niveau de l'art-thérapie pour les malades. On a fini une exposition, je ne sais pas si tu as entendu, sur les maladies rares, qui avait commencé depuis le 28 février, qui s'est terminée samedi. Donc là-dessus, j'ai été sollicité pour faire un tableau. Disons, c'est le deuxième tableau, parce que depuis l'année dernière, je travaille avec Karuki Rare, qui est une plateforme qui s'occupe des maladies rares, qui est je dirais très mal connue en Guadeloupe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, mais qui n'osent pas en parler ou qui ne font pas la démarche, ils ne savent pas. Alors ça existe, Karuki Rare. Et c'est vrai que les tableaux que j'ai faits, la première a été faite avec les patients. Tu vois, les patients ont mis des mots sur leur maladie, mais en sachant ces mots, ils ne pouvaient pas le dire, mais ils pouvaient l'écrire. C'est transformer les mots AUX en voilà. Alors, la première par exemple, ou en image, ou en photo. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, l'exposition démarre donc le 22 jusqu'au 12. Jusqu'au 12. Donc, possibilité d'un contact éventuellement. Oui, le 0690 74 83 09. Donc on peut aller n'importe où, ouvert tout le temps, ou bien il y a des horaires? Il va dire les horaires. Alors les horaires, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Et moi je serai présent pour accueillir le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi matin les visiteurs qui voudront bien venir me voir à ce moment-là. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau et bonne poursuite pour l'association, bonne projection et continuation sur votre film. Et on va faire notre deuxième pause publicitaire. On parlera de danse, handi-danse justement avec Cécile Avio, donc, qui est fondatrice de cette pratique handi-danse. On parlera de la rencontre qui aura lieu le 19 mars. À tout à l'heure.
Et donc voilà, de retour sur le plateau. Donc aujourd'hui, on devait recevoir Cécile Avio, mais malheureusement, elle ne sera pas parmi nous. Donc on va rapidement finir avec le retour, mais d'abord faisons un petit focus. Donc focus du jour, je crois que c'est Celia Cruz. Donc on part sur le Zoom spécial. Donc Celia Cruz, donc Ursula Hilaria Celia dit Celia Cruz, qui est une chanteuse de musique cubaine et de salsa. Née le 21 octobre 1925 à La Havane, adolescente, sa tante l'emmenait chanter dans des cabarets. Elle gagna par la suite de nombreux concours de chant. De 1947 à 1950, elle étudie au Conservatoire de La Havane et devient la première chanteuse noire du groupe cubain La Sonora Matancera, appelée Café con leche, café au lait, et trouva ainsi son cri fétiche Azúcar. En 1965, elle entame une carrière solo, prend la nationalité américaine et devient l'une des personnalités de l'anticastrisme. En 1966, Tito Puente et Celia Cruz commencent leur association, éditant 8 albums. En 1974, le disque d'or lui est décerné pour l'album Celia y Johnny avec Johnny Pecacho. Celia Cruz décède le 16 juillet 2003, à l'âge de 77 ans. En février 2004, son album Post-Mortem est publié et gagne le prix Lo Nuestro 2024 du meilleur album de l'année. Elle est aussi l'artiste féminine de l'année au prix Los Nosotros en 2005. On va écouter un petit extrait de morceau avec Oscar de León. En Cuba nació lo que conocemos como la salsa y Cuba dio al mundo a la máxima expresión de nuestra música para propagar con orgullo lo que es la música de nuestro pueblo. Dios nos trajo a la primera dama de la salsa, la guarachera del mundo, Celia Cruz. ¡Mi negra bella! ¡No! ¡No puede ser! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Vaya! Por el mundo entero, Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros que contamos a mi son por el mundo entero. Et voilà, donc c'était l'extrait, donc Celia Cruz, Oscar de León. On a un mot à Pays-là, je crois, aujourd'hui, donc Piti Piti, ça accueille Piti Piti, ça va tout doucement. Donc aujourd'hui, pour Alès, Palais créole, c'était le mot du jour. Alors, on va conclure notre émission, revenir sur les différents invités qu'on a pu avoir aujourd'hui. Donc, avec Lynn et Dom, il était question de ce séminaire sur l'accueil collectif et des maisons d'assistantes maternelles, donc à partir du 20 mars, donc du 20 au 22 mars, avec différentes conférences qui sont proposées essentiellement pour les professionnels. Une seconde édition sûrement aura lieu pour le public. Avec Mallory Éloi Pézlé, nous avons parlé de la présentation de son film L'Homme Vertige, donc qui aura une diffusion ce 21 mars à 20h30 à la salle Félix Proto, donc dans le cadre du festival Nouveau Regard. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire en allant directement sur le site. Avec Jean-Charles Chadezo et JP Fronton, nous avons parlé de l'exposition Énergie qui aura lieu sur Basse-Terre, donc à la Maison du Patrimoine, rue Baudot sur Basse-Terre, donc à partir du 22 mars jusqu'au 12 avril. On devait recevoir donc Cécile Avio qui n'a pas pu venir, mais qui nous parlerait, devait nous parler des rencontres Handi-Danse qui aura lieu le 19 mars. Donc ça va se passer au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Donc c'est gratuit, ainsi que d'une masterclass Handi-Danse qui aura lieu le 21 mars
entrée gratuite aussi à partir de 9h30. Donc différents horaires proposés pour les personnes non-voyantes, pour les personnes déficientes intellectuelles ou autistes, ou des personnes handicapées en situation de handicap physique, moteur ou polyhandicapées. Donc c'est au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. C'est aussi gratuit, elle n'a pas pu nous rejoindre, mais on en avait parlé avec la coordinatrice anti-Guyane qui était déjà venue nous parler de cette manifestation. Au niveau de l'information, aujourd'hui on a parlé de cette œuvre Grandeur Nature qui a été réalisée autour du Rhum par l'artiste Rodolphe Alves, Grandeur Nature, vous pouvez la voir à Caruquera, la Rhumerie Caruquera, avec on a parlé aussi de l'orthophonie, orthophonie, une conférence qui a eu lieu sur Pointe-à-Pitre sur les pratiques et perspectives de ce métier, une formation qui est délivrée ici en Guadeloupe depuis septembre 2022. C'était pour pouvoir explorer les différentes missions, compétences, besoins sur le territoire de cette profession. On a aussi exploré les choix énergétiques pour l'avenir en Guadeloupe lors d'une conférence qui a eu lieu. La Guadeloupe peut-elle être autonome énergétiquement? C'était la question posée par l'ANG. Il était aussi question d'exposition sur Capesterre-Belle-Eau, sur les murs de l'hôtel de ville, exposition Émotion de Anthony Girard. Vous avez la possibilité d'aller la voir encore. Donc voilà pour les informations et les invités. On se retrouve demain dans le ZCL. Passez une bonne fin de journée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Au revoir.